Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nouvelle réponse à une question qui m'a été posée sur mon groupe Facebook. Question assez intéressante puisque c'est vraiment type CRPE. C'est vraiment ce genre d'affirmation qu'on peut retrouver au CRPE dans des vrais faux, dans des QCM. Et donc voilà les questions qui sont posées. J'ai énormément de mal avec ce genre d'exercice et je panique dès que je vois ça. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez en justifiant si elle est vraie ou fausse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Effectivement, il faut justifier ses réponses en mathématiques, sinon c'est pas très intéressant. Regardons l'affirmation 1. L'affirmation 1, on nous dit que 35... Alors là, je sais pas si tu as oublié une virgule, ou si on part du principe que c'est 357. Bon, dans les deux cas, ça va pas changer notre résultat. Alors, pour l'affirmation 1, je vais l'appeler A1. Est-ce que 35... Alors on va partir du principe que c'est 35,7, et que tu as oublié la virgule. Est-ce que 35,7 n'est pas un nombre décimal? Qu'est-ce qu'un nombre décimal? On va faire extrêmement simple. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a une partie décimale finie. C'est-à-dire que la partie après la virgule s'arrête. D'accord? Il y a un nombre de chiffres fini après la virgule. Est-ce que c'est le cas pour 35,7? Oui. Et donc, on peut dire que 35,7 est un nombre décimal. Alors le problème, c'est que si on justifie de cette façon, en disant que on a un nombre fini de chiffres après la virgule, après quoique on peut le dire, c'est pas forcément faux. Sinon on sait que n'importe quel nombre décimal peut s'écrire comme une fraction avec au dénominateur une puissance de 10. Qu'est-ce que ce serait pour 35,7? En fait, 35,7, il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, de cette façon. Par conséquent, on peut dire que 35,7 est un nombre décimal, donc c'est un nombre décimal, donc l'affirmation, elle est fausse, puisque l'affirmation, c'était « n'est pas un nombre décimal ». L'affirmation, elle est fausse. Ok, donc nombre décimal, ça renvoie à un nombre de chiffres après la virgule fini, ou de manière générale, qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dans laquelle j'ai un nombre entier au numérateur, et au dénominateur, j'ai une puissance de 10. 10, 100, 1000, etc. etc. Voilà pour l'affirmation 1. C'était donc faux. On va voir pour l'affirmation 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? 22,9 est un nombre rationnel. Est-ce que 22,9 est un nombre rationnel? Alors, pour répondre à cette question, moi, j'aimerais que vous reteniez quelque chose de très simple. Les nombres rationnels, c'est tous les nombres que vous connaissez. Donc, tous sont rationnels, à part pi et à part les racines carrées, à partir du principe que tout le monde est forcément rationnel, à part les irrationnels. Et quand on parle d'irrationnel, on parle de pi et des racines carrées. D'une manière générale, on peut dire que les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire avec une fraction. Ce qui n'est pas le cas de la racine carrée et ce qui n'est pas le cas de pi. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont irrationnels. Bref, tout ça pour dire que si je dois donner une justification pour dire est-ce que 22,9 est un nombre rationnel? Oui, puisqu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 22,9, c'est quoi? 229 divisé par 10. Il peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Attention, quand on parle de rationnel, c'est pas forcément une fraction décimale, d'accord? Pas forcément avec divisé par 10, 100, 1000, donc une puissance 10 au dénominateur, mais n'importe quelle fraction qu'on peut créer avec un nombre entier au numérateur et un nombre entier au dénominateur renvoie à un nombre rationnel. 22,9 est un nombre rationnel. Et l'affirmation 2, elle est vraie. Je vais écrire ça comme ça. A2 est vrai. Alors la 3, elle est intéressante, un peu technique, mais intéressante. Donc la somme de 7 nombres entiers consécutifs est un multiple de 7. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que là, si on part sur une démonstration grâce à de l'algèbre, c'est assez lourd. Et donc, avant de faire ça, essayez toujours de tester si quelque chose n'est pas faux. Puisque pour démontrer que quelque chose est faux, il suffit de montrer un contre-exemple. Testez avec des nombres et regardez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, parfait, c'est un contre-exemple. Et en mathématiques, le fait d'apporter un contre-exemple, ça suffit à dire qu'une affirmation est fausse. Par contre, si c'est vrai, avec un exemple où on prend 7 nombres au hasard, consécutifs par exemple, ce ne sera pas suffisant pour affirmer que l'affirmation est vraie. Il faudra passer par une démonstration. Alors, on va faire un test. Donc 7 nombres entiers consécutifs. Par exemple, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 nombres entiers consécutifs. Ça veut dire qu'ils se suivent. Et entiers, il n'y a pas de virgule. J'additionne. 1 plus 2, 3, 6, 10, 15, 21. Est-ce que 21 est un multiple de 7? Oui.
21, c'est bien un multiple de 7, c'est bien une quantité de fois 7, c'est 7 fois 3. Ou c'est plutôt 3 fois 7 si vous voulez. C'est la même chose, mais peut-être qu'on comprend mieux de cette façon. C'est combien de fois 7? 21, c'est 3 fois 7. Donc, ça a l'air de fonctionner, en tout cas avec un exemple. Ok, on va peut-être passer par une démonstration. Alors, c'est quoi 7 nombres entiers consécutifs? Eh bien, on va dire, pour ce genre de démonstration, soit, par exemple, n, un entier. Et on va essayer de traduire cet énoncé qui est en français en une expression mathématique. Ça veut dire quoi? D'additionner 7 nombres entiers consécutifs. Ben, si j'en prends un d'entier, de base, donc je vais l'appeler n, peu importe sa valeur, ça peut être 10, 100, 1000, 0, moins 50, peu importe. Eh bien, si je lui additionne ces 6 prochains entiers consécutifs, c'est quoi? Eh bien, on a n plus 1, c'est celui d'après. Ensuite, n plus 2, c'est celui qui est après n plus 1, c'est n plus 1 plus 1, etc., etc. Donc là, on a n plus 3, n plus 4, n plus 5 et n plus 6. On est d'accord que je viens d'additionner les 7 entiers consécutifs. Je vais réduire, c'est-à-dire additionner la quantité de fois où j'ai n, combien j'ai de n. C'est comme si j'avais des bananes, donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 7n. D'accord? Si on appelle par exemple A, c'est tout ça. Hop. Donc 7n, si j'additionne maintenant les nombres, 1 plus 2, 3, 6, 10, 15, 21. Ok. 21. Bon. 7n plus 21, ça c'est la somme des 7 entiers consécutifs. Est-ce que ça c'est un multiple de 7? Alors on ne peut pas le voir forcément directement. Ce qui va être intéressant d'être fait, et ça va souvent être le cas quand on vous dit est-ce que c'est un multiple de ci, est-ce que c'est un multiple de ça, c'est d'arriver à factoriser. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va factoriser et on peut factoriser par 7. Si vous avez de la difficulté sur la factorisation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais faire des vidéos qui expliquent cela à travers des exercices que vous pourrez m'envoyer. Donc si je factorise par 7, j'ai quoi? J'ai n plus 3. Si je développe, je retrouve bien 7n, et 7 fois 3, 21. On est d'accord qu'on a posé que n était un entier. Donc forcément, n plus 3, c'est un entier, je lui rajoute 3, il reste entier. Ça n'a pas donné de la virgule. Bon, ce qu'on va faire, moi j'aime bien faire ça, c'est pas obligatoire, mais je vais noter. On pose q égale n plus 3. Q, oh, j'ai pris la lettre Q, mais on prend ce qu'on veut, mais Q est un entier. C'est-à-dire n plus 3 est un entier. Donc Q, vu que c'est n plus 3, ben, c'est un entier. Et donc mon expression A, je peux l'écrire 7 fois Q. Et donc la question c'était, est-ce que la somme, donc l'addition de 7 entiers consécutifs, donne forcément un multiple de 7? Et bien on a montré que peu importe la valeur de n choisie au départ, du moment que c'est un entier évidemment, si on ajoute ces 6 entiers supérieurs et successifs, on obtient quelque chose de la forme 7 fois un entier, c'est-à-dire un multiple de 7. 7 fois un entier, c'est la définition même d'être un multiple de 7. Je suis une quantité de fois 7. Je suis 2 fois 7, je suis 3 fois 7, je suis 4 fois 7, je suis donc un multiple de 7. A est un multiple de 7, et donc l'affirmation est vraie. Affirmation 4, 496 est un nombre parfait. On va essayer de comprendre ce qu'est un nombre parfait. Un nombre entier positif est parfait signifie qu'il est égal à la somme de ses diviseurs positifs stricts, tout diviseur hormis lui-même. Par exemple, 6 est un nombre parfait car 6, c'est 1 plus 2 plus 3. Donc, c'est quand je suis égal à la somme de mes diviseurs à part moi-même. Effectivement, 6, on peut le diviser par 1, par 2, par 3. On peut aussi diviser par 6, mais on a dit que la règle, c'était tout le monde sauf nous-mêmes, donc tout le monde sauf 6. Est-ce que 496 est un nombre parfait? Ça voudrait dire que dans un premier temps, si j'ai bien compris l'énoncé, il faut que j'arrive à trouver les diviseurs de 496. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va décomposer 496 en produit de facteurs premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous, il y a cette technique-là où on commence par le premier nombre premier, à savoir 2. Effectivement, 496 est bien un multiple de 2. Que 496 divisé par 2, ça donne 248. Je peux encore le diviser par 2, donc je continue, ça fait 124.
Je peux encore le diviser par 2, ça fait 62. Je peux encore le diviser par 2, ça fait 31. Et 31, c'est un nombre premier. Donc je ne peux plus diviser 31 par un autre nombre que lui-même. Donc je vais écrire 31 et 1. Ça veut dire qu'en fait, 496, c'est le produit de 2 par 2 par 2 par 2 par 31. Finalement, c'est quoi? C'est 2 puissances, vu que je multiplie 2 plusieurs fois, c'est 2 puissances le nombre de fois où il a été multiplié, fois 31. Donc, 496, c'est 2 puissance 4 fois 31. Et là, pour trouver tous les diviseurs, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par le 2 puissance 4, là. Et je vais voir tous les nombres qui sont possibles de créer avec ces deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je vais avoir 2, si j'ai 2 puissance 1. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait donc 8. Et enfin, j'ai 16, d'accord? 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc pour l'instant, en termes de diviseurs, j'ai 1 parce que 1, il est diviseur de tout le monde, bien sûr. J'ai toutes les combinaisons possibles avec les deux, donc 2, 4, 8, 16, ok. J'ai 31 parce que lui, il est tout seul. Donc la combinaison que je peux faire avec 31, il est tout seul, donc c'est 31. Et maintenant, je vais voir les combinaisons que je peux faire avec mes 2 et mon 31. C'est-à-dire que je vais avoir 2 fois 31, à savoir 62. Je vais avoir 2 fois 2 fois 31, donc 4 fois 31, 124. 8 fois 31, 248. Et bien sûr, j'aurai 16 fois 31, mais 16 fois 31, en fait, ça va donner l'ensemble, à savoir 496. Bon, je vais quand même l'écrire. Donc voici quels sont tous les diviseurs de 496. On a 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 et 496. Vous voyez, donc c'est des combinaisons que l'on peut créer avec l'ensemble des nombres. C'est ça qui nous permet de donner tous les diviseurs. Donc je l'écris, les diviseurs de 496 sont 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496. Génial. Et donc maintenant que je connais les diviseurs de 496, je vais pouvoir voir si 496 est un nombre parfait. C'est-à-dire, est-ce que 496 est égal à la somme de ses diviseurs positifs stricts, donc tout diviseur hormis lui-même. On va voir ça. On va additionner l'ensemble des diviseurs de 496 hormis 496. Donc voyons voir, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 31 plus 62 plus 124 plus 124 on a dit, plus 248. Je vais vérifier à la calculatrice si ça me donne 496. J'obtiens 496, merveilleux. Donc 496, eh bien, un nombre parfait. Annoncer de mathématiques, c'est toujours la même chose. Il faut qu'on comprenne ce qu'on attend de nous. Qu'est-ce qu'on cherche? La question c'est, est-ce que c'est un nombre parfait? Ok, je tire la pelote de laine. Ça veut dire quoi être un nombre parfait? Je lis l'énoncé, on me dit, il faut que mon nombre soit égal à la somme de ses diviseurs hormis lui-même. Bon, bah, c'est-à-dire que le problème se résout à trouver les diviseurs de 496. Après, on fera la somme et après, on verra si ça donne bien 496. Ok, donc il faut décomposer comme ça mentalement un exercice de mathématiques. Affirmation 5. Quel que soit le nombre réel positif x, ouais, 2 fois x, mais je pense que c'est 1 fois x, la racine carrée de x est inférieure ou égale à x. Donc là, je pense qu'il y a une erreur avec le fait d'avoir doublé les x. Ça aurait pas beaucoup de sens. Donc, quel que soit le nombre réel positif x. Donc, prenons un réel, donc la même approche. Si j'arrive à trouver un contre-exemple, c'est mieux, plutôt que d'essayer de devoir le démontrer mathématiquement. Donc, on va essayer de trouver un contre-exemple. Ça veut dire quoi? Là, on nous dit, en fait, si tu prends n'importe quel réel positif, donc par exemple 4, c'est un réel et c'est positif, ok, eh bien la racine carrée de ce nombre, elle est toujours plus petite que ce nombre. Est-ce que c'est vrai? Là, pour le coup, oui, c'est vrai, puisqu'on a bien que 2 est plus petit que 4. Ça marche. Donc là, c'est un peu de la culture mathématique. Donc vous allez certainement l'apprendre. En fait, là, il faut prendre un nombre avec une partie décimale. Par exemple, si je prends un quart, non pas 4, mais un quart, on est d'accord que c'est 0,25. Bah, la racine de ce nombre, ça fait un demi. Bon, peu importe pourquoi, on n'est pas là pour réviser le cours sur les racines. Et un demi, ça fait 0,5. Ah, donc le fait d'appliquer une racine, finalement, ça a fait grandir mon nombre. Alors que la règle, c'était, ce qui m'était proposé, le fait de mettre une racine, bah, ça fait que la racine va forcément être plus petite que ce nombre. Mais là, on a un contre-exemple. C'est-à-dire, on a un cas où ça ne fonctionne pas. On n'a que la racine de 1 quart,
la racine est plus grande que 1/4, que le nombre du départ. Ainsi, l'affirmation, elle est fausse. On a trouvé un contre-exemple, c'est-à-dire une situation où l'affirmation qui est proposée ne fonctionne pas. Affirmation 6, tout rectangle a pour axe de symétrie ses diagonales. Alors, est-ce que tout rectangle a pour axe de symétrie ses diagonales? Alors là, vu que c'est de la géométrie avec une phrase, ça va être assez compliqué de le prouver. Mais en tout cas, on doit savoir, ça peut être uniquement ses diagonales, son axe de symétrie quand j'ai un carré. Typiquement, hop, hop, hop. Effectivement, je rappelle qu'un carré, c'est un rectangle particulier, donc un carré, c'est un rectangle. Et bien là, j'ai bien la diagonale qui est un axe de symétrie. Je rappelle, un axe de symétrie, c'est que je peux plier ma figure géométrique selon l'axe. Je vais avoir tous les côtés qui vont se superposer. Donc là, ça marche dans le cadre d'un carré, mais un rectangle qui n'est pas un carré, ses côtés ne vont pas se superposer si on plie selon les diagonales. Donc ce n'est pas un axe de symétrie. Affirmation 6, c'est ça? Oui, affirmation 6 est fausse. Les axes de symétrie d'un rectangle qui n'est pas un carré. Alors c'est quoi les axes de symétrie? Il y en a deux. C'est ce que je vais faire en vert. Comment est-ce qu'on peut plier ce rectangle? On peut le plier selon cet axe ou cet axe. Ah, attendez, parce que je l'ai mis. Hop, je vais changer ça. Voilà, ça sera mieux. Ou cet axe-là. Ok. Donc, comment est-ce qu'on appelle ces segments? Un segment qui passe, parce que l'on est au milieu, hein, on est au milieu de la figure géométrique, on est au milieu de la longueur du rectangle, et le segment, il est perpendiculaire à ses côtés. Donc là, c'est ce qu'on appelle une médiatrice. De la même façon, ici, on a une autre médiatrice. Donc on va dire, rectangles sont donc les médiatrices des côtés. Un rectangle qui n'est pas un carré, donc qui n'a pas sa longueur et sa largeur qui est égale, eh bien, n'a pas pour axe de symétrie les diagonales. Ça marche pour le cas d'un carré, on l'a vu. Mais ces axes de symétrie sont les médiatrices de ses côtés. Donc l'affirmation, on a dit qu'elle était fausse. À nouveau, c'est très bien de s'entraîner sur ce genre de petites questions, car c'est le genre de questions qu'on peut retrouver au CRPE, et donc c'est des points précieux que l'on peut gagner. Ce n'est pas si compliqué dans la mesure où on s'entraîne régulièrement sur ce genre d'énoncé. Si vous avez besoin d'accompagnement cette année pour réussir les mathématiques au CRPE, je vous invite à regarder le lien dans la description, ou même le premier lien dans les commentaires. Je propose plusieurs types d'accompagnement pour vous amener à réussir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.